ils peuvent être de bons pasteurs, de bons ceci, mais les options politiques qu'ils lèvent, ça dérange. Vous comprenez? En tout cas, moi, l'exhortation que je veux faire à l'Église d'une manière générale, catholique, protestante, Église de réveil, il laisse, je crois, c'est demain, qu'il s'efface petit. Que tout le monde s'efface petit, conformément à la parole de Dieu, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils prient. Même 10 minutes. C'est eux qui nous apprennent qu'ils parlent de l'écuménisme. Même 10 minutes, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils implorent la grâce de Dieu. Et Dieu, qui connaît les intentions des uns et des autres, les cœurs de chacun, il va leur faire la proposition de la voie de sortie. Au lieu de rester sur un terrain charnel où le fruit de la chair va être appareil. Mais est-ce que vous voyez pas que... Je suis politique, mais excuse-moi, je reste un peu sur ce terrain parce que ça concerne une question purement ecclésiastique. On est toujours là. Mais vous ne voyez pas que quelque part, les CC, l'Église catholique, ils ont raison de dire non à un non imposé, puisqu'il y a eu corruption. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se dire, bon, mettons de côté ces noms-là qui créent de frustration, allons et proposons notre nom. Vous parlez de quel nom? Non, mais c'est un nom qui est chanté dans toutes les bouches, et voilà. Vous parlez de quel nom? Il faut préciser. Il y a le nom de Kadima, Oui, parce qu'il est de la même tribu que le chef de l'État et le président de la Cour constitutionnelle. C'est ça? On n'a pas dit ça, puisque l'abbé de Nassé-Cholet l'a signifié. C'est pas question de tribu, mais c'est juste qu'on a entendu parler de la corruption. Oui. Et eux ne sont pas d'accord, puisque vous venez à peine de dire ils sont spirituels et ils ne veulent pas de la corruption. Mais les problèmes, la question c'est quoi? Je pense que ce qui me dérange, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu constates quelque chose de mal vis-à-vis de ton frère, va auprès de lui. Parle avec lui. S'il n'entend pas, tu vas, tu prends un autre frère, vous venez à deux. S'il n'entend toujours pas, vous allez maintenant vous les présenter à l'église. S'il ne comprend pas, vous l'excluez de l'église. Mais est-ce que cette procédure a été suivie? Comment est-ce que les gens qui sont censés nous encadrer ne respectent pas les minimums des préceptes bibliques? Est-ce que ça valait la peine de venir dans le média faire une déclaration de la corruption vis-à-vis de certaines personnes qui sont des responsables spirituels comme vous? Vous s'aimez déjà le creuset de la division. Est-ce que ça valait la peine? Ça ne valait pas la peine. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est une attitude, c'est un comportement qui apporte la paix après. Mais quand tu as une réaction, une attitude qui n'apporte pas la paix, c'est un manque de sagesse. Eux sont censés être des exemples de la sagesse. Voilà pourquoi je les exhorte à l'humilité. L'humilité selon Dieu, ce n'est pas ta fortune, ce n'est pas ton occupation territoriale, ce n'est pas je ne sais pas quoi, mais l'humilité selon Dieu, c'est les cœurs qui devra reconnaître l'autre, donner sa considération et son importance. Si chacun d'eux a cette attitude, joue ce rôle-là, je pense qu'une solution va être trouvée. Ça ne se trouve, on ne trouve pas la solution parce que chacun est dans ses égaux. Chacun est en train de se donner des arguments avec des réalités, des assises un peu tribales, tout ça. Et pourtant, tout ça sont des antivaleurs. Des antivaleurs. Alors vous parlez aujourd'hui de la SENCO, confession religieuse, mais en dehors d'eux, il y a aussi la classe politique. Il y a l'AMUCA qui ne veut pas proposer le nom au sein de l'Assemblée nationale, voire même le FCC, ils attendent ce consensus-là. L'AMUCA qui projette même des marches sur le terrain. Est-ce que ça ne vous fait pas craindre de voir aujourd'hui qu'il y ait le cas de décès? Non, il n'y aura pas de cas de décès. Donc ils vont faire le marche, nous sommes en démocratie. De toute façon... il y aura des gaz lacrymogènes, comme on a habitué avec le pouvoir non, de les marches seront... On disperse les marches, voilà. S'ils font de marches, ils seront encadrés. Il n'y a pas... Il n'y a pas à se déranger là-dessus. Nous sommes en démocratie. Si aujourd'hui l'AMUCA lève l'option de faire leur marche, il va le faire. D'après le président de l'Assemblée nationale, la liste, les noms, la place sera vacante. Le jour où ils voudraient ajouter leur nom, ils vont ajouter. Mais tu vois, il faut qu'on soit cohérent dans les discours.
Aujourd'hui, la Mouka s'était engagée sur un débat de la lutte de la vérité des urnes. Il ne reconnaît pas tout ce qui se passe actuellement. La même structure politique réclame encore telle ou telle autre chose. Ils avaient dit qu'ils ont pardonné. Ils ont pardonné les erreurs du passé et ils vont maintenant vers l'avenir. Oui, mais nous sommes dans un pays où les institutions fonctionnent. L'Assemblée nationale existe et c'est là que toutes les propositions sont censées passer. Et s'il y a des propositions, la porte est grandement ouverte. Il peut venir, il peut le faire. En fait, l'objectif ici, c'est quoi? L'objectif, c'est de bâtir ensemble une nation, qu'on aille aux élections apaisées. Mais si chacun ne s'implique pas dans ces processus tels que ça se fait aujourd'hui, nous avons le risque de ne pas respecter le délai, et de deux, de ne pas avoir les bonnes élections. Or, le chef de l'État tient absolument à faire la différence des élections que nous sommes censés avoir. Il le tient. Parce que la lutte qu'il a menée 2 années et 2 années, c'était justement pour bâtir une nation, un État de droit et une nation forte. Donc c'est à cette nation qu'on doit arriver. Un des éléments qui peuvent nous aider à avoir cette bonne nation forte, c'est au travers de l'organisation des élections. Voilà pourquoi la mission a été confiée aux confessions religieuses. Parce qu'ils reflètent cette dimension de la crédibilité au niveau national. Et les confessions religieuses doivent jouer leur rôle. Mais le FCC, quel exemple ils ont à nous donner? Mais quelle leçon? Elle est quand même... Quelle leçon? Quelle leçon? Le FCC a quand même un mot à dire. C'est aujourd'hui le FCC qui est le chef de l'opposition. Même au niveau des institutions. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que le FCC a comme leçon à donner aux gens aujourd'hui? Ils devaient être modestes et humbles. Et faire leur contribution avec modestie et humilité et participer au processus. Quand Félix Tshisekedi installe la dictature, le FCC doit rester modeste. Qu'est-ce que vous appelez par la dictature? On le constate aujourd'hui. Il y a Jacques Ndala qui est emprisonné pour avoir juste dénoncé. Cependant, il y a ceux qui disent des histoires mais qui sont libres. Oui, mais il y a Kikaya qui est parti en exil plus que menacé par le pouvoir du Tshisekedi. Voilà. Non, mais les gens ne doivent pas faire... il faut faire la part de choses. Donc, je n'aimerais pas faire ces débats-là des individus. Je crois que les 2 personnes, ils ont un problème à la justice, avec la justice. Et l'un était sur place, on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Parce qu'il a fait des discours justement qui ne valaient pas la peine. J'ai une idée du profil de la personne, donc, et ses attitudes, comportements, son discours cru et un peu terre à terre, donc on comprend. Mais l'autre a été convoqué par la justice, il a profité pour fuir. Tout ce qu'il crée là, c'est pour avoir la facilité d'être accepté comme exilé à l'étranger. C'est tout, il n'y a pas autre chose. Ce monsieur a été des années et des années dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelque chose, à part son fils qui avait réussi quand même à nous apporter quelques médailles à un moment dans un sport, dans l'athlétisme ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'il soit modeste, l'humilité précède la gloire. Le chef de l'État, quand il parle d'un État de droit, c'est de garantir la sécurité des uns et des autres. Si l'ancien président Joseph Kabila circule normalement, quel est l'intérêt du chef de l'État aujourd'hui d'aller vers ces messieurs-là qui veulent se donner de l'importance par rapport à la situation politique du pays? Si ils ont des problèmes, c'est parce qu'eux-mêmes, dans la traçabilité de leur vie, ils ont commis des actes qui font que la justice est en train de les poursuivre. C'est pourquoi ils partent à l'avant. Ils font une fuite à l'avance. Mais ce n'est pas un acharnement, un problème. Avec tout ce qu'il y a dans ce pays, vous pensez vraiment que le chef de l'État va réfléchir sur l'arrestation d'un certain ancien conseiller de Kabila, du président, l'ancien président Kabila? Mais non, il ne faut pas quand même se donner de l'importance à ce niveau quand même. Parlons tribalisme, on en parle dans cette émission. Disons tous non au tribalisme. Nous n'en voulons pas. Ekolobe moko pays moko mokonzi moko Félix Antoine Tshisekedi 2023 ce qui nous soussakoya nzamba kosunga. Alors aujourd'hui nous luttons tous contre le tribalisme. Martin Fayulu a dit
le venin du tribalisme a été inoculé par le régime Tshisekedi. Vous confirmez ces propos? C'est justement ça, une déclaration qui porte le germe du tribalisme. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas parce que cette déclaration ne tient pas. Donc ça n'a pas été, ces germes-là n'ont pas été inoculés par le régime Tshisekedi. Oui, mais c'est puisque à peine 2 ans, 3 ans qu'on parle de Kassaïen, Bandundu, tel. J'ai dit que ce n'était pas le cas. Oui, mais les acteurs politiques doivent se poser eux-mêmes la question. Voilà pourquoi nous avons fait ces constats, ces germes qui sont en train de prendre surface sur notre scène politique et dans le pays. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire justement cette proposition contre cette haine tribale ou le tribalisme dans ce pays. Vous faites une proposition de loi sur la haine tribale. En quoi ça consiste d'abord? Pouvez-vous quand même nous expliquer? La proposition de loi consiste, il y a 3 axes. Premier axe, c'est ce qu'on appelle la prévention. Deuxième axe, ce sont des sanctions. Et troisième axe, c'est la mise en place d'une territoriale des non-originaires. Ça, ce sont les mesures d'application. Alors, par rapport à la prévention, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre pour que chaque enfant, quand il naît, il grandit, il puisse déjà avoir dans sa formation de barrières qui puissent l'empêcher à aller vers le tribalisme. Par exemple, sur le plan éducatif, la possibilité d'insérer dans le programme scolaire les 4 langues nationales. Vous savez, la langue est l'élément, le point culminant d'une culture. Les 4 langues nationales. Si un enfant, à l'issue de ses écoles secondaires, sait parler Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, en fait, cet enfant, c'est un tout de la République. Un génie. Vous comprenez? Donc, quand il sera proche des Bangala, il se sentira Mungala. Quand il sera proche des Congo central, il se sentira Congo central, au centre comme à l'est. Il se sentira proche de tous ces gens. Et voilà pourquoi, en termes de prévention, il y a cette proposition de serrer les 4 langues. L'anglais, c'est bien. Toutes les autres langues, là, espagnol et autres, c'est bien. Mais nous avons besoin de bâtir une nation avec nos langues nationales. Là, dans nos différentes écoles. Différentes écoles. Il faut insérer le programme scolaire. Alors, la langue nationale, ça c'est dans la prévention. Deuxième chose, il faut une réforme au niveau interne. Il y a des règlements d'intérieur, tout ça, des codes intérieurs des différentes entreprises en ce qui concerne les nominations ou le placement de personnes. Et dans ces cas, il faut fixer des seuils. On a proposé 15% de seuil, au-delà duquel aucune tribu ne peut dépasser, à moins que l'on puisse démontrer qu'il n'y avait pas d'autres compétences, si ce n'est que à ces niveaux-là. Ça permettra de fouiller et de chercher pour l'ensemble de la République. Troisièmement, dans la prévention, il faut interdire toute structure, que ce soit politique ou que ce soit social, qui a comme fondement soubassement tribal. En ça, je vois tous les discours que nous suivons. Nous, ressortissants de... Ce sont des choses à bannir. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques sont constitués que si vous, par exemple, M. Fiou, vous êtes du centre, la plupart des membres sont aussi du centre. Si on est de l'Est, la plupart des membres sont aussi de l'Est. Mais comment d'abord combattre, puisque c'est là que le combat doit commencer? On n'exclut pas l'idée selon laquelle nous avons plus de 400 tribus et nous devons conserver, valoriser nos tribus. Ça constitue notre force. Toutes ces 400 tribus, ça constitue notre force. Il faut les valoriser. Et chaque acteur politique peut rentrer dans sa source pour prendre de bonnes choses et ramener au niveau national. On n'exclut pas les choses de cette manière-là. Mais, quand il s'agit de la nation, il faut avoir une vision nationale. Le parti, c'est un parti national. Ce n'est pas un parti tribal. Ce n'est pas un parti d'un coin. Il est vrai, dans la stratégie d'implantation, on peut commencer dans le parti où l'on se sent beaucoup plus à l'aise. Mais la vision est nationale. Il faut travailler de manière à ce que, même dans la façon de concevoir, de faire, pour que la chose soit nationale. Ceci est dans l'objectif de construire une véritable nation. Non pas tribale.
Vous comprenez? Vous avez parlé de 3 piliers, la prévention, et deuxième c'est quoi encore? Deuxième, c'est la sanction. La sanction. Vous allez sanctionner tous ceux qui projettent le message de tribalisme. Oui, il y a une proposition. Je sais que le code pénal existe, où il y a la loi qui fixe cette question par rapport aux différentes sanctions, tout ça. Mais nous proposons qu'il y ait des sanctions supplémentaires par rapport aux leaders d'opinion, par rapport à tout ça. Des sanctions du genre être privé des droits, par exemple, d'être éligible, d'être nommé, d'être tout ça. Là, ça va bloquer tous ces leaders politiques ou ces acteurs socioculturels qui se permettent de faire des discours incendiaires. Vous comprenez? Donc chacun va se dire, si j'ose faire, je risque de perdre tel droit ou je risque de perdre telle possibilité. Parce qu'à ces moments-là, si le procureur prouve qu'effectivement ces discours tenus, le propos tenu ont eu cette conséquence-là ou cet effet-là, tout le monde va avoir peur de faire ce genre de discours. Ça, c'est au niveau de la sanction. Mais au niveau maintenant de... troisième point, on a parlé d'une territoriale de non-originaire. Cette question concerne maintenant et au niveau national et au niveau provincial. Au niveau national, c'est plus ou moins, c'est-à-dire quand on met en place les territoriaux, tout ça, mise en place gouvernement, entreprise publique, fixer toujours pas plus de 15% sur base de telle ou telle autre tribu. Nous saluons le gouvernement Sama qui a fait cet effort-là par rapport aux différents pourcentages. On a senti vraiment ce travail était... Il y avait des réclamations. Peu importe, mais c'était minime par rapport à l'ensemble. Mais avec ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut encore un changement au référendum, puisque dans le gouvernement, aujourd'hui, le gouverneur, par exemple, n'est pas nommé par le chef de l'État. Le gouverneur est voté au sein de l'Assemblée provinciale. Comment cela pourrait se faire? Mais justement, le gouverneur est élu au second degré par le membre de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que nous proposons? C'est au niveau des candidatures, en fait. C'est un non-originaire au premier degré qui va postuler, mais l'originaire ne peut postuler à une seule condition, qu'il prouve son ancrage dans la province et qu'il prouve son investissement dans le développement de la province. Vous comprenez? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un originaire qui postule, c'est déjà quelqu'un qui y est dans le développement de la province. Okay. Vous comprenez? Donc ça va le pousser, on imagine, ça va le pousser à continuer dans le développement de la province parce qu'il y est déjà. Par contre, un non-originaire qui arrive, face à tous ces originaires, il s'est dit, j'ai un défi à relever ici pour mieux faire. Est-ce qu'il ne sera pas question de poids politique? Puisque tout ça là, on mais connaît, justement, le poids politique... Oui, le poids politique, effectivement, pour devenir gouverneur d'une province, tu dois avoir le poids politique. Mais tu dois avoir la majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Mais c'est le parti, justement, qui va proposer les candidats gouverneurs. Mais quand il fait la proposition de son candidat gouverneur, il doit regarder toutes ces choses-là. Alors, par rapport au gouvernement provincial, nous disons qu'il serait intéressant que ça soit constitué d'au maximum 40% des originaires. Les 60% devraient être de personnes venant des autres provinces. Donc, par exemple, il y a un gouvernement provincial au Katanga, et le Katanga va se retrouver avec 40% des originaires, 60% des non-originaires qui viendront des autres provinces. Qui est derrière vous par rapport à cette proposition de loi? Mais personne, c'est la tête, l'intelligence que nous réfléchissons sur ce que nous constatons par rapport au pays. Et enfin, il y a une autre question importante, le pouvoir régalien au niveau des provinces, c'est-à-dire les renseignements, des GEM, la police, l'armée, et toutes ces têtes-là. Vous donnez ça au nom d'originaire? Non, ils doivent être de provinces différentes. Pensez-vous que ça sera facile ou bien ça sera comme la loi Noël Tchani de faire C'est possible si l'on veut bâtir une nation. Je pense que chacun fera un effort pour y arriver. Je ne pense pas qu'il y a des compétences qui manquent dans tous ces postes-là pour les 4 grandes zones, c'est-à-dire Bangala, Baluba, Swahili, Bakongo.
je ne pense pas que toutes ces compétences-là manquent. Donc, si ce travail se fait au-delà de la tribu, il faut voir la compétence. Ça peut arriver que deux soient de la même, mais il faut justifier qu'on n'a pas trouvé dans l'autre. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, l'idéal, c'est arriver à bâtir une nation où nous sommes un tout. Parce que c'est dans ces tout-là que nous pouvons amener le développement du Congo. Parce qu'il est démontré que chaque fois dans ce pays, il y a eu des conflits, et la base des différents conflits sont d'origine ethno-tribale. On est dans la désolation, le pays va vers le bas. Mais chaque fois que nous nous mettons ensemble, nous ouvrons la voie vers le développement. Alors nous chutons avec cette question, M. Fiyou. Quand est-ce que Tokolia, Soso, il y a 2500 les sociétés de la population? Oui, mais évidemment, il y a des mesures qui commencent à être prises. Je dis qu'il y a des systèmes qu'il faut casser absolument. Le vol, le gouvernement, les gouvernements a levé des options par rapport à la baisse de prix. Donc, dans les jours qui viennent, parce que les discussions avaient commencé, et dans les jours qui viennent, je crois qu'il y aura un impact sur le terrain par rapport à ça. Ne fût-ce que déjà ce premier palier, parce qu'il faut qu'on se le dise. J'ai échangé avec, je ne cite pas l'entreprise, j'ai échangé avec un cadre qui travaille dans une entreprise quelconque. Elle me dit, donc la personne me dit, quand elle facture, par exemple, les sociétés importateurs de vivres frais, on leur facture par exemple 3 $ par tonne. Mais quand ces entreprises font la structure de prix pour le ministère de l'économie, ils mettent 3 $ par carton. Wow. Vous comprenez? Or, une tonne par rapport à ces cartons de 30 kilos représente 33 cartons. En d'autres termes, ces entreprises facturent, mettent dans la structure de prix, au lieu de 4 $, ils mettent 33 fois 4, ça fait 92 $. Vous comprenez? C'est déjà un problème. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, d'une manière normale, si on arrive à l'équilibrer, le prix va baisser de soi. C'est la mauvaise foi, tout simplement, de ces systèmes qui a été ancré, imposé dans notre pays. Monsieur Fiyou, Félix Tshisekedi candidat en 2023, est-ce que vous ne craignez pas vivre l'événement de la Zambie où le président a été remplacé par un opposant? Bon, le chef de l'État, c'est un démocrate. Il travaille pour l'intérêt du Congo. Il fait le meilleur pour que le Congo se développe. En 2023, je suis fortement convaincu avec ce qu'il va faire d'ici 2023. La population va le réélire sans trop d'efforts. Va vraiment réélire. Il va avoir son deuxième mandat. Ce n'est qu'après, ça je le dis, je pèse mes mots, ce n'est qu'après, beaucoup de personnes vont comprendre ce travail de fond qui est en train de se faire maintenant pour le développement du Congo. Ceux qui peuvent le comprendre ne les comprennent pas encore, mais ils le comprendront plus tard. Pour terminer, j'avais échangé avec une personne qui disait que il n'y a rien qui se fait, tout ça. Il est arrivé quelque part, il a vu le travail qui se fait, l'IGF et d'autres. Il s'est dit, en tout cas ces messieurs, ces chefs de l'État, il faut les soutenir parce qu'il est en train de sauver le Congo. Vous comprenez? Donc, les générations futures vont comprendre que l'élan du développement du Congo a commencé sous l'ère du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Parce que le travail qui s'est fait, c'est un travail qui est en train de nettoyer la profondeur de la plaie. La plaie qui est tellement profonde avec de pourriture à l'intérieur. Depuis, on est en train de nettoyer. Ça fait mal, c'est vrai. C'est pourquoi il y a la situation sociale qui est pénible, parce qu'on doit nettoyer. Mais une fois ce nettoyage fait, tout le monde sera dans la joie de voir que la cicatrisation arrive
et on se lance vers le développement. Merci beaucoup, M. Fiu de Dobonye. Nous rappelons que vous êtes président de ces grands partis politiques Orange et aussi proche du chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi et membre de l'Union Sacrée. Merci de nous avoir honorés en ce jour. Un grand merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Platini Maloa, Sele Chamala. Et voilà, nous vous souhaitons un bon suite de programme sur votre chaîne Missionnaire Télévision.